Travailler dans l'humanitaire, c'est souvent travailler dans l'urgence permanente, mais à force de vouloir sauver les autres, certains finissent par s'y oublier. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'ai eu l'occasion d'évoquer un petit peu sur le podcast Périple humanitaire, mais sans jamais vraiment avoir l'occasion d'aller vraiment dans le détail. C'est de vous parler de finalement qu'est-ce que sont les véritables facteurs de stress chez les travailleurs humanitaires. Euh, c'est ce que j'ai appelé dans cette vidéo le stress invisible parce que tout simplement, c'est pas celui auquel on pense de prime abord. Donc l'objectif de cette vidéo face caméra, c'est de vous proposer une réflexion à la fois sur ces différents facteurs de stress, mais également sur les moyens de prévention qui peuvent exister à ce sujet. Tout d'abord, pour bien comprendre le contexte, on se trouve aujourd'hui dans une situation où les travailleurs humanitaires sont de plus en plus exposés à des terrains difficiles dans lesquels le nombre d'incidents de sécurité ne fait qu'augmenter. La base de données qui référence tous les incidents de sécurité depuis 1997, qui s'appelle The Security Aid Worker Database, permet de bien voir finalement cette évolution dans le temps, où le nombre d'humanitaires qui subissent des incidents de sécurité ne fait qu'augmenter année en année. Et à l'heure où je vous parle, avec ce qui se passe actuellement notamment à Gaza, le nombre d'humanitaires tués pendant la mission ne fait que drastiquement augmenter, malheureusement. Face à tout ce contexte et toute cette image de violence auquel les humanitaires peuvent faire face, nous avons tous tendance à imaginer que les humanitaires sont principalement exposés à ce que l'on appelle le stress traumatique, c'est-à-dire le fait d'être exposés à des événements traumatiques, de devoir assister à des événements qui invoquent la mort, de près ou de loin, qu'elle soit réelle ou symbolique, et que l'on soit témoin ou soit même victime. Ces événements traumatiques, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, notamment grâce à des interventions très pertinentes de la part de Marianne Kedia, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Le titre s'appelle Humanitaire et santé mentale. Donc assez naturellement, la plupart des gens pensent que les humanitaires sont exposés à ce qu'on appelle les syndromes de stress post-traumatique, un petit peu comme les militaires dont on entend de plus en plus les témoignages aujourd'hui sur Internet. La réalité est un peu plus complexe et pour étayer mon propos, je vais m'appuyer sur un article que Nicolas Veilleux a rédigé avec Ludovic Jox. Ludovic Jox, dont vous retrouvez également l'interview sur Périple humanitaire, qui est sociologue et qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'insatisfaction dans le secteur humanitaire, et Nicolas Veilleux, qui est donc psychologue clinicien et coordinateur de la cellule de soutien psychologique à Médecins sans frontières dédiée au staff care, comme on dit. Et dans cet article intitulé Du stress traumatique au stress au travail, Nicolas Veilleux et Ludovic Jox reviennent sur l'évolution qu'il y a eu un petit peu de façon historique dans le secteur humanitaire, en l'occurrence notamment chez Médecins sans frontières, mais c'est quelque chose que l'on peut vraiment transposer à d'autres ONG, où finalement les principales études qui ont été réalisées, et ça c'est également en corrélation avec ce qu'on peut trouver sur les articles scientifiques qui parlent de psychologie chez les travailleurs humanitaires, où on parle énormément de trauma, de syndrome de stress post-traumatique, d'exposition au trauma, et où progressivement, en fait, on s'est rendu compte que les principaux facteurs de stress étaient quand même beaucoup plus liés au travail. En réalité, il y a plus de burn-out chez les travailleurs humanitaires qu'il n'y a de syndrome de stress post-traumatique. Cette réflexion, certaines ONG s'en sont déjà emparées en embauchant notamment des psychologues au sein de leurs équipes pour pouvoir débriefer les humanitaires qui revenaient de mission et pour pouvoir éventuellement les accompagner. Mais également, la littérature scientifique a un petit peu évolué à ce sujet. Une des références que je pourrais vous partager à ce sujet, c'est un article de Barthold Biriens de Hahn qui, déjà dans les années 2000, en tant que psychiatre au Comité international de la Croix-Rouge, avait réalisé que les humanitaires souffraient de 3 types de stress. Il évoque effectivement le stress traumatique, le fait d'être exposé à des événements traumatiques. Il évoque également le stress cumulatif, c'est-à-dire le fait d'accumuler le nombre de mini-traumatismes, d'exposition à des micro-traumas. Je mets des guillemets évidemment quand je parle de ça, mais c'est finalement le fait d'être constamment confronté à la souffrance d'autrui. C'est un petit peu mélangé avec de la fatigue de compassion. C'est le fait de travailler dans un environnement où on se sent impuissant, où on n'a pas le sentiment de pouvoir aider correctement les bénéficiaires, que ce soit par manque de fonds ou par manque de moyens, ou que l'impact tout simplement de nos actions ne sont pas suffisants. Et ce stress cumulatif, on peut supposer qu'il peut amener progressivement vers ce qu'on appelle le burn-out. Et enfin, le troisième type de stress, c'est ce qu'il appelle le stress de base des humanitaires, que moi j'appellerais de façon plus classique le stress au travail,
et dans lequel il décrit que finalement les humanitaires souffrent énormément de la surcharge de travail, de leurs relations avec les collègues qui peuvent être mauvaises, des relations avec le management, ce genre de choses. Pour aller un peu plus loin et pour approfondir cette question-là, des articles un peu plus récents ont été réalisés pour justement approfondir la question de ces facteurs de stress chez les travailleurs humanitaires. Un article notamment a été publié en 2018 par Young et ses collaborateurs, dans lequel 218 humanitaires ont été interrogés. C'est une analyse thématique des réponses qui ont été faites. Et ces travailleurs humanitaires, on leur a posé 3 questions assez simples. La première est quels sont les 3 principaux facteurs de stress selon vous qui vous atteignent dans votre travail humanitaire? La deuxième question, c'est quelles sont les principales stratégies d'adaptation qui ont fonctionné pour vous pour répondre à ce stress? Et la troisième question, c'est quelles sont les 3 plus mauvaises stratégies d'adaptation qui existent pour faire face à ce stress? Et enfin, les auteurs ont répertorié les réponses en 4 grandes catégories. Une première grande thématique qui serait le travail, une deuxième grande thématique qui serait toute la dimension psychologique, des ressources psychologiques ou des facteurs psychologiques. Une troisième dimension qui est le mode de vie, ils appellent ça le lifestyle. Et une quatrième dimension qui s'approche plus à du soutien social, donc la relation aux autres. Ce qui est intéressant à regarder, et je vous mettrai sur YouTube une petite capture d'écran d'un des tableaux récapitulatifs de ces différents retours de ces humanitaires. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le premier facteur de stress qui est le plus cité, c'est la charge de travail. Donc c'est assez cohérent finalement avec ce que Barthold Bierjens de Haan avait déjà proposé avec son stress de base, où finalement tout simplement la charge de travail, le fait de travailler dans l'urgence, le fait d'avoir des injonctions contradictoires, le fait d'avoir des objectifs qui sont irréalistes contribue à être l'un des tout premiers facteurs de stress pour ces travailleurs humanitaires. Le deuxième le plus cité, et c'est toujours dans la dimension travail, ce sont les relations avec les collègues et avec les managers, donc les relations au travail qui peuvent être conflictuelles. Et ça, encore une fois, c'est plutôt cohérent avec ce que Barthold Bierjens de Haan avait déjà relevé et ce que finalement on va retrouver aussi dans les entreprises un peu plus classiques. Donc, assez étrangement, les travailleurs humanitaires ne sont pas exposés différemment à d'autres catégories de professionnels à ce stade. Mais si on creuse un petit peu plus dans cette étude-là, on se rend compte que la troisième réponse ou la quatrième réponse, selon comment est-ce qu'on regarde les résultats, mais la plus citée, ça va être tout ce qui est préoccupation par rapport au contexte sécuritaire. Et cette préoccupation par rapport au contexte sécuritaire, là, en l'occurrence, on est vraiment sur un facteur de stress qui va être différenciant par rapport à d'autres secteurs de métier. C'est vrai que dans la plupart des entreprises ou associations dans lesquelles vous et moi on a pu travailler dans notre vie, on n'est pas toujours exposé à la peur de devoir aller dans une safe room parce qu'on entend des tirs juste à côté de l'endroit où on travaille. Donc tout ce contexte sécurité pèse sur les travailleurs humanitaires. Et je tiens à préciser que cette étude, si elle est intéressante, elle est également intéressante parce qu'elle fait écho à des témoignages que vous pouvez entendre sur mon podcast Périple humanitaire ou que moi-même j'ai pu entendre de la part d'amis dans le secteur humanitaire ou de collègues que j'ai pu croiser à l'époque. Enfin, vous trouverez dans les facteurs de stress chez les travailleurs humanitaires une dimension effectivement un peu plus psychologique qui, elle, cette fois, va relever plutôt du fait d'avoir un manque d'impact, un manque de fond et de devoir constamment être exposé à la souffrance des bénéficiaires pour lesquels on a mis en place cette aide humanitaire. Il n'est pas seulement question, dans cette situation, Bilal, d'emplois menacés, des vies humaines aussi sont en jeu. Quelles sont les conséquences donc concrètes de cette mise à l'arrêt de USAID? Écoutez, ce qu'il faut d'abord prendre en compte, c'est que là, au moment où on se parle, il y a un bouleversement. Cette annonce a fait l'effet d'un tremblement de terre dans le milieu de l'humanitaire. Alors, les conséquences concrètes, je vais vous en donner quelques-unes. Vous avez, au moment où on se parle, des tonnes de médicaments et des tonnes de nourriture qui sont quelque part dans des hangars en train de périmer ou en train de pourrir, alors que parfois elles ne sont qu'à quelques kilomètres des populations bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que les ONG n'ont plus le droit d'utiliser l'argent qui vient de USAID pour mettre de l'essence dans les camions qui doivent amener ces médicaments ou cette nourriture chez les populations qui doivent en bénéficier.
Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que si on devait poser la question à des néophytes ou des personnes qui ne sont pas du secteur humanitaire, peut-être vous-même qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas forcément connaisseur de ce secteur-là, peut-être que la plupart d'entre vous se seraient dit finalement, ce qui pose problème pour les travailleurs humanitaires, c'est le fait de travailler dans des conditions qui sont difficiles, de ne pas avoir accès à des conditions de vie ou d'hygiène qui sont idéales. On a un peu cette image de l'humanitaire façon Bernard Kouchner avec son sac de riz sur l'épaule. Mais après-midi, il revenait de plein pied dans l'aide humanitaire pour mettre la main au déchargement de quelques 4000 tonnes de riz envoyées au mois d'octobre par les écoliers français. Ça peut arriver, c'est clairement une réalité pour nombre de travailleurs humanitaires. Mais la réalité, c'est que c'est pas tellement ça qui va poser problème pour les travailleurs humanitaires. Pareil pour tout ce qui est isolement ou le fait d'être loin de sa famille, ce sont des choses qui sont citées. Je dis pas que ça n'existe pas, mais elles sont beaucoup moins citées que les facteurs dont on a parlé juste avant. Donc en conclusion, si je devais retenir 4 grands facteurs de stress chez les travailleurs humanitaires, je dirais la surcharge de travail, je dirais les relations avec les collègues, le contexte sécuritaire, et je placerai soit ce que j'appellerais un conflit de valeurs, c'est-à-dire le fait d'avoir le sentiment de ne pas être utile, soit ce qu'on pourrait appeler les exigences émotionnelles, c'est-à-dire le fait de ne pas d'être confronté à la souffrance d'autrui. Ces facteurs de stress, ils ont des conséquences très claires, notamment ce dont on a parlé juste avant, le fait de pouvoir favoriser le syndrome de stress post-traumatique. Car il y a effectivement des études qui ont montré que le fait d'être soumis déjà à des facteurs de stress comme le stress au travail pouvait accentuer le risque de développer un syndrome de stress post-traumatique une fois que l'on vivait un événement traumatique, que l'on assistait à un événement traumatique. Ça augmente évidemment le risque de burn-out, c'est-à-dire le fait d'accumuler une charge de travail très importante et de l'associer à une perte de sens au travail ou à une fatigue compassionnelle trop importante. Et ça développe également tout un tas de conséquences sur la consommation de substances ou notamment d'alcool. D'ailleurs, en parlant de ça, je reviens à l'étude de Young et ses collaborateurs de 2018, dans laquelle le deuxième tableau va présenter quels sont les principaux facteurs de protection, quelles sont les principales stratégies d'adaptation les plus utiles pour les travailleurs humanitaires. Et pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, il y en a quand même 14 qui ont cité l'alcool comme étant une bonne stratégie d'adaptation au stress dans le secteur humanitaire. Évidemment, c'est pas vraiment ce qui est recommandé. On peut comprendre pourquoi est-ce que c'est cité, pour le côté convivial, pour la dimension décompression, symboliser la décompression. Mais il n'empêche que si je saute un petit peu plus loin dans l'étude et que je pars sur le troisième tableau qui, lui, va présenter les plus mauvaises stratégies d'adaptation, on va retrouver en numéro 1 l'alcool, évidemment. Avec, en plus, le fait de vouloir travailler encore plus dur et encore plus fort pour pouvoir s'en sortir. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse qui explique bien finalement une certaine culture du stress, de la consommation d'alcool chez les travailleurs humanitaires, qui n'est pas à négliger, et en tout cas pour des psychologues qui travaillent dans le secteur, qui est clairement à considérer. Pour en revenir aux facteurs de protection, parce que c'est quand même intéressant de pouvoir les évoquer à ce stade-là, on va relever que c'est le soutien social finalement qui va être le plus intéressant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que autant le soutien social avait un assez faible impact dans les facteurs de stress, le fait d'être isolé, le fait de ne pas pouvoir communiquer avec sa famille, etc., n'était pas un facteur de stress tel que cité par les travailleurs humanitaires. En revanche, c'est un véritable facteur de protection, c'est-à-dire le fait de pouvoir échanger avec ses collègues et surtout de pouvoir être en contact avec sa famille ou ses amis était quelque chose qui allait vraiment pouvoir aider les humanitaires, selon eux, à faire face au stress auquel ils étaient exposés. Donc c'est un point que je trouve assez intéressant et que je trouve utile d'avoir en tête quand on prépare des personnes à partir en mission. Ensuite, les deuxième et troisième meilleures stratégies d'adaptation selon les travailleurs humanitaires, ça va être faire de l'exercice et du sport. Donc en fait finalement pouvoir se dépenser et aller se vider la tête en faisant une activité physique. D'ailleurs pour ça, si ça vous intéresse, il y a le témoignage de Linda Rieu sur sa conférence gesticulée Je ne suis plus un héros, dans lequel elle parle de ça justement. Linda Rieu que j'avais reçue également sur le podcast Périple Humanitaire. Vous pouvez retrouver son interview en regardant sur la chaîne.
Et enfin, le troisième, qui est assez proche finalement du deuxième, c'est le fait d'avoir des activités et des loisirs. Donc le fait de tout simplement pouvoir sortir, sortir les idées de sa tête, pouvoir aller penser à autre chose. On va retrouver tout un tas d'autres stratégies d'adaptation qui seront jugées efficaces, mais qui seront finalement celles-ci beaucoup plus, je dirais, dépendant des individus, à mon sens. En tout cas, je trouve que le fait qu'elles ne soient pas citées en grand nombre révèle que finalement, c'est peut-être beaucoup plus dépendant de certains individus qui soit l'utilisent déjà dans leur pratique, soit ont peut-être des traits de personnalité spécifiques par rapport à ça. Pour ça, on va pouvoir citer tout ce qui est religion et spiritualité, qui a été cité dans cette étude-là. On va pouvoir parler également de tout ce qui est pratique du yoga ou de la méditation. Donc voilà, il y a notamment des études qui avaient été faites sur la religion et la spiritualité et qui avaient montré que c'était des facteurs de protection qui pouvaient avoir un impact significatif dans certains cas. Mais encore une fois, je pense que ça dépend tout simplement de la personne et de son rapport à ces sujets-là. Pour faire le lien et voir un petit peu les choses avec une perspective un peu différente, c'est vrai que jusqu'à présent, on parle de facteurs de stress. J'ai pas trop défini, et c'est pas trop le but de cette vidéo de rentrer dans le détail, mais disons que si je dois simplifier, le stress, c'est un déséquilibre qu'il y a entre les exigences, la perception que l'on a des exigences qui nous sont demandées et la perception que l'on a des ressources pour y faire face. C'est pour ça que je vous ai cité juste avant cette étude qui parle des facteurs de stress et des facteurs ressources finalement, pour pouvoir comprendre cette notion de déséquilibre et que finalement, tout ce que l'on va chercher à faire, et donc ça va faire partie des pistes de réflexion pour la suite, ça va être d'essayer de retrouver cet équilibre, réduire les facteurs de stress d'un côté et augmenter les ressources de l'autre. La réflexion sur ce qu'on appelle les facteurs de stress ou les risques psychosociaux, c'est une question qui n'est pas si simple à trancher et qui dans la littérature actuelle n'est pas toujours très claire. En tout cas, il n'y a pas, au sens psychologique du terme, un seul et même modèle sur lequel on peut s'appuyer pour parler de ça. Mais pour prendre un petit peu de recul, en France, en 2011, un rapport d'expertise a été rendu par le ministère du Travail qui s'appelle le rapport Golac, que vous pouvez consulter normalement assez facilement sur Internet. C'est une étude qui avait été demandée après une vague de suicides au sein de France Télécom et en France, et où des experts se sont penchés sur la revue de littérature et ont essayé de rassembler toutes les notions en épidémiologie que l'on pouvait avoir, en physiologie, en neuropsychologie, etc., pour pouvoir essayer de déterminer de façon un peu statistique quels pouvaient être les 6 grands facteurs de risques psychosociaux. Donc, sur les 6 grandes dimensions que le rapport Golac a identifiées, on retrouve tout ce qui est intensité et complexité du travail. Donc cette intensité et complexité du travail, vous voyez, c'est typiquement ce que l'on a vu illustrer juste avant chez les travailleurs humanitaires avec la charge de travail. Cette dimension-là a une véritable corrélation avec des impacts sur la santé, le développement de maladies cardiovasculaires, tout ce genre de choses. Donc c'est pas très étonnant finalement de le retrouver chez les travailleurs humanitaires et je pense que c'est un facteur qu'il est très important de considérer évidemment. On va retrouver également tout ce qui est relations au travail, tout ce qui est conflit au travail, les relations au travail qui sont dégradées. Donc là encore, ça fait complètement écho avec ce que l'on a vu juste avant dans l'étude de Young et ses collaborateurs de 2018. On va également avoir tout ce qui est manque d'autonomie, qui est un facteur de stress qui, celui-là, va beaucoup plus finalement être déterminant en fonction du poste que l'on occupe. Je pourrais détailler un petit peu, mais s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller regarder le modèle de Karasek, qui explique un petit peu ça. Il y a un questionnaire qui a été développé là-dessus et qui vous donne une matrice qui va faire une répartition finalement entre la charge de travail, donc les demandes psychologiques, les exigences du travail si vous préférez, et la latitude décisionnelle. Et pour faire assez simple, lorsque l'on a des exigences au travail qui sont très élevées et que l'on a une latitude décisionnelle qui est très faible, là on va se retrouver vraiment en difficulté. Donc la latitude décisionnelle, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire le fait de ne pas être suffisamment formé pour exercer son métier, le fait d'avoir des consignes trop strictes qui nous empêchent de faire correctement notre travail, qui nous empêchent de nous adapter aux aléas de notre travail. Ça va être tout ce genre de mécanismes qui vont venir finalement renforcer notre stress.
Et je citais aussi juste avant les rapports sociaux dégradés parce que dans le modèle de Karasek, le soutien social peut venir contrebalancer justement une faible autonomie avec une forte exigence au travail, à condition d'avoir un soutien social élevé. Ça peut être la reconnaissance au travail, mais ça peut être aussi la relation que l'on a avec ses collègues ou sa hiérarchie, ses supérieurs. Ensuite, parmi les 6 facteurs GOLAC, on va également retrouver tout ce qui est exigence émotionnelle, donc le fait d'être exposé à la souffrance d'autrui ou de devoir cacher ses émotions. Donc on est vraiment sur les métiers, je dirais presque du social, où on va être en contact direct avec les personnes qui souffrent. Dans le secteur humanitaire, je ne pense pas que ça concerne réellement tout le monde. Je pense que les métiers qui sont vraiment touchés, ça va être tous les personnels de soins, de santé, les infirmiers, les médecins, les travailleurs sociaux, mais également, si vous regardez, donc je refais référence par exemple à l'interview qui avait été faite avec Linda Rieu, toutes les personnes qui finalement accompagnaient les personnes Ebola et qui donc étaient confrontées à la douleur des familles ou des victimes. Voilà, là on va parler d'exigence émotionnelle, de charge émotionnelle très forte. 5e facteur, ça va être tout ce qui est conflit de valeurs. Le fait de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, ce qu'on appelle la qualité empêchée, ou de ne pas avoir le sentiment que son travail est utile. Je vais beaucoup relier cette dimension-là au sens au travail. Et l'engagement des humanitaires peut être mis à mal. On pense notamment à tout ce qui va être problème dans le financement de l'aide humanitaire, tout ce qui va être problème d'impact, le fait de ne pas pouvoir faire un travail de très bonne qualité. J'aime beaucoup cette analogie qui est donnée parfois pour faire prendre conscience aux gens du faible impact finalement que l'humanitaire peut avoir. Aujourd'hui, prenons une ONG comme Médecins sans frontières qui a 2 milliards de budget par an. 2 milliards de budget, c'est énorme. 2 milliards de budget, ça représente à peu près un PIB comme la République centrafricaine. Donc certes l'un des pays les plus pauvres au monde, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Médecins sans frontières aujourd'hui a quasiment un budget équivalent à celui d'un État. Pour mettre en perspective, les hôpitaux publics de Paris, c'est entre 9 et 10 milliards par an. Ce qui veut dire que Médecins sans frontières, qui intervient dans plus de 40 pays à travers le monde sur des actes médicaux principalement, a 1/5 du budget de tous les hôpitaux de Paris réunis. Et je parle uniquement de la capitale parisienne. C'est pour vous donner un petit peu cet ordre de grandeur que parfois on a du mal un petit peu à se représenter. Certes, les organisations internationales ont des fonds, ont de l'argent, c'est sûr, elles en ont, mais si l'on compare avec ce que l'on peut connaître, et j'ai pris volontairement les hôpitaux de Paris, puisque pour les quelques Français qui m'écouteront, certains savent qu'il y a déjà beaucoup de problèmes avec la prise en charge dans les hôpitaux à Paris. Donc imaginez dans des pays qui sont déstabilisés et qui n'ont pas un système de santé aussi solide. Voilà, ça permet de mettre un petit peu en perspective et ça permet de comprendre aussi pourquoi c'est si important. Ça fait également le lien avec l'interview que j'ai pu réaliser avec Ludovic Jox et la thèse qu'il a écrite sur les ressorts de l'insatisfaction dans le travail humanitaire, chez les travailleurs humanitaires, où l'on va retrouver typiquement cette dimension-là qui va être un facteur de stress. Et enfin, la 6e dimension du rapport GOLAC qui a été citée, c'est tout ce qui est insécurité et instabilité de l'emploi. Vraiment ciblé au sens de je ne suis pas sûr de pouvoir continuer mon travail dans ces conditions, je ne suis pas sûr qu'on me garde dans mon travail change régulièrement, les process, les méthodes de travail changent régulièrement, je ne suis pas sûr qu'on puisse me garder, que je vais être reconduit, etc. Tous ces indicateurs qu'on va pouvoir aller relever avec finalement tout ce qui va être turnover, etc., les changements organisationnels très fréquents. Ça peut arriver dans le secteur humanitaire. Il faut dire qu'il y a beaucoup de travailleurs humanitaires qui sont en CDD, par exemple, en contrat à durée déterminée, où des postes vont être dépendants de financement et de budgets qui sont alloués. Donc ça peut créer de l'instabilité. Donc ça peut apparaître dans le secteur humanitaire. À ma connaissance, ce que j'ai pu voir dans les articles scientifiques aujourd'hui chez les travailleurs humanitaires, c'est plutôt quelque chose qui va concerner les travailleurs locaux, c'est-à-dire les 80-90% du personnel humanitaire qui travaille sur des contrats au national, au niveau national, au niveau local.
faudrait creuser parce que la littérature est pas assez fournie à ce sujet-là, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt quelque chose qu'on va aller retrouver de ce côté-là. En contrepartie, tout ce qui est travailleurs internationaux, ceux qui vont à l'étranger, et donc par ailleurs, c'est pas forcément des Français qui vont en Afrique comme on pourrait avoir en tête. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes, que ce soit des Africains, que ce soit des Asiatiques, qui vont travailler même par exemple en Europe. Donc il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de règle là-dessus, en tout cas c'est en train de changer. J'ai l'impression que les travailleurs humanitaires internationaux sont peut-être un peu moins impactés par ça, en tout cas ceux que je connais en France s'accommodent plutôt bien de cette dimension CDD et instabilité de l'emploi, même si ça reste un facteur de stress évidemment. Une fois que j'ai dit tout ça, donc les 6 facteurs de stress identifiés par le rapport Golac, donc intensité et complexité du travail, manque d'autonomie, rapports sociaux au travail dégradé, exigences émotionnelles, conflits de valeurs et insécurité et instabilité de l'emploi. On se rend compte qu'il y a un des 3 facteurs de stress que l'on avait cité précédemment dans l'étude de Young et collaborateurs qui n'apparaît pas, c'est tout ce qui va concerner le contexte sécuritaire. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que ça doit être un facteur de stress à prendre en compte à part entière. C'est-à-dire que c'est un facteur de stress qui va venir impacter soit les travailleurs humanitaires les moins expérimentés, soit le terrain dans lequel on va partir. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'il y a des terrains, et d'ailleurs c'est déjà le cas, que l'on va clairement identifier comme étant plus dangereux que d'autres, ou en tout cas où le contexte sécuritaire va avoir un impact plus important que d'autres, et où il faudra considérer que ces terrains-là sont plus à risque en termes de santé mentale pour les travailleurs humanitaires. Je vous ai présenté tout ça dans un objectif bien précis. Pourquoi est-ce que je vous ai fait cette petite perspective et ce petit pas de côté avec le rapport Golac en France? Tout simplement pour vous expliquer qu'en France, à partir de ce travail-là qui a été réalisé en 2011, on a développé tout un tas de méthodes pour venir identifier, diagnostiquer ce qu'on appelle les risques psychosociaux en France et ainsi trouver des mesures de prévention pour venir prévenir ces facteurs de stress. Alors, quels sont les 3 niveaux de prévention que l'on peut retrouver habituellement quand on intervient, que ce soit dans une entreprise ou dans une ONG? On va avoir les niveaux de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Je vais prendre dans le sens inverse, une fois n'est pas coutume. La prévention tertiaire, c'est tout ce qui va être prise en charge des victimes. C'est un peu le symbole de la trousse de secours, si vous préférez. Ça reste un acte de prévention. On a prévu d'installer une trousse de secours, mais on ne l'utilisera qu'au moment où ce sera trop tard, où la personne sera blessée. Là, on va pouvoir imaginer que dans tout ce qui est prévention tertiaire, ça va être la prise en charge des individus qui ont été affectés, les personnes qui commencent à développer des syndromes de stress post-traumatique, les personnes qui sont en dépression, les personnes qui ont des troubles anxieux généralisés. Voilà, vous pouvez imaginer tous ces cas de figure-là. Et donc là, les bonnes actions à mettre en place, ça peut être effectivement d'avoir une cellule d'écoute, par exemple, soit en interne, soit en externe, dans lesquelles on pourrait aller rediriger les salariés et les employés qui seraient touchés par les conséquences de ces facteurs de stress. On peut très bien imaginer toutes les mesures qui permettent de prendre en charge les séances chez le psychologue ou chez le médecin. On peut penser à tout ce qui est mutuelle, assurance, voilà, toutes ces choses-là qui vont pouvoir être utiles à ce moment-là. Ensuite, on a tout le niveau de prévention secondaire. Le niveau de prévention secondaire va s'intéresser aux individus, à comment est-ce qu'on fait pour finalement protéger les individus. On ne les empêche pas d'être exposés à ce stress, mais on leur permet de se renforcer. Là-dessus, on va trouver toutes les mesures de prévention du type formation à la gestion des émotions, formation à la gestion des conflits, formation à la gestion de la charge de travail, j'en sais rien. Vous allez retrouver aussi toutes les techniques. Voilà, on a parlé tout à l'heure de méditation, de respiration, tout ce qui va être très physiologique et qui va vous permettre de venir vous apaiser, vous renforcer, réguler votre stress en interne, etc. Ce sont des choses qui sont utiles, mais vous comprenez bien que elles ne sont pas suffisantes en tant que telles. En tout cas, un individu qui est trop touché durement a plus besoin d'une thérapie que d'apprendre à respirer par le ventre. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile, mais ça veut dire qu'il faut savoir aussi parfois bien doser l'accompagnement qui sera proposé en fonction de la personne que l'on a en face de soi. Et enfin, on va avoir le niveau de prévention primaire qui, celui-là, s'intéresse beaucoup plus aux facteurs organisationnels. On va vraiment essayer de réfléchir
à comment est-ce qu'on peut mieux réguler la charge de travail. Je prends un exemple qui pourrait parler à certains dans le secteur humanitaire. Lorsque l'on travaille pour certaines ONG d'urgence et qu'on part pour une mission d'urgence, au bout de 6 semaines, on va avoir la possibilité d'avoir un break, une semaine de break. Et c'est souvent déterminé en fonction du niveau de sécurité du pays dans lequel on va, de la mission sur laquelle on part. Ça, par exemple, c'est selon moi une mesure de prévention primaire. Qui prend finalement en considération l'un des facteurs de stress que l'on a identifié, à savoir le contexte sécuritaire, et qui va venir proposer une mesure de prévention dans laquelle on va venir atténuer, réduire la fréquence d'exposition au stress. Et oui, parce qu'en fait, le fait de pouvoir faire une coupure au bout d'une semaine fait qu'on évite d'accumuler du stress sur une trop grande période et de pouvoir souffler un peu plus tôt que ce qui n'est prévu. Ce que je regrette en revanche, c'est que cette réflexion n'ait pas été poussée beaucoup plus loin pour d'autres facteurs de stress. Prenons un exemple sur cette mesure de prévention primaire. Imaginez que vous partiez sur une mission dans laquelle il est prévu qu'il y ait un contexte sécuritaire assez important et vous vous dites que dans 6 semaines, vous allez pouvoir avoir un break. Vous arrivez sur le terrain, il se trouve que, coup de chance, la situation sécuritaire a évolué. On n'est plus dans des critères qui permettent de justifier de faire un break au bout de 6 semaines, et donc vous repartez sur un cycle assez normal où vous faites 2 mois de mission avant de pouvoir prendre votre break ou finir votre mission ou que sais-je. Sauf que dans cette mission, vous arrivez sur un poste dans lequel il y a ce qu'on appelle un gap, c'est-à-dire que les personnes qui devaient être votre collègue est partie et n'a pas été remplacé tout de suite. Son remplaçant ne reviendra que dans 3 semaines, par exemple. Et pas de chance, le 3e collègue avec lequel vous deviez travailler est en arrêt de travail. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est en congé, qu'importe. Et vous vous retrouvez finalement tout seul à gérer un poste sur lequel vous étiez censé être 3. Et ben là, vous voyez que très concrètement, on vient d'augmenter les exigences du travail. On vient d'augmenter l'intensité et la complexité du travail. Donc, on va mettre cette personne-là dans une situation de stress très intense, qui certes ne sera pas celle du stress du contexte sécuritaire élevé, mais qui sera celle d'un contexte dans lequel on va travailler avec un haut niveau de complexité et d'intensité. Et ben typiquement, la personne qui est dans cette situation-là, selon moi, devrait pouvoir bénéficier du même statut, du même privilège que ceux qui partent dans les contextes sécuritaires élevés, à savoir on devrait considérer le fait de pouvoir lui accorder une semaine de break au bout de 6 semaines. Voilà, c'est le genre de réflexion que je voulais partager aussi avec vous sur cette vidéo et qui ne se justifie que par tous les apports théoriques que j'espère vous avez trouvé intéressants, que j'ai pu amener par là. En conclusion, et ce que j'aimerais vraiment souligner, c'est que le stress chez les humanitaires, c'est pas une question de faiblesse individuelle. Il faut bien comprendre ça, et ça, le rapport Golac, par exemple, est très clair là-dessus dans son écrit. On ne peut pas considérer uniquement les facteurs individuels comme étant la cause du stress chez les individus. Il faut prendre un regard beaucoup plus systémique, essayer de voir beaucoup plus l'ensemble du contexte dans lequel on se situe et assumer clairement qu'il s'agit d'un travail qui est exigeant et difficile et que pour cette raison-là, on va avoir des personnes qui vont être exposées à de multiples facteurs de stress. Donc, important de considérer cette réalité systémique et surtout, selon moi, important d'y apporter un regard peut-être nouveau, qui n'existe peut-être pas aujourd'hui dans le secteur humanitaire, ou pas assez, mais de pouvoir réaliser à proprement parler ce qu'on peut appeler dans le champ commun en France un diagnostic des risques psychosociaux, de pouvoir identifier au sein de son organisation et par rapport au métier que l'on a dans son organisation, essayer d'identifier qui est exposé à quel type de facteur de stress en particulier et d'aller interroger les personnes sur leur réalité du travail. Une fois qu'on interroge les personnes sur leur réalité du travail, on a la possibilité à ce moment-là de développer des mesures de prévention suivant les 3 niveaux de prévention que j'ai cités précédemment. Donc pour résumer un petit peu mon propos et faire une rapide conclusion parce que c'est déjà un petit peu long et je vous remercie d'avoir été jusque-là. Je vous renvoie donc à l'article
qui a été rédigé par Nicolas Veilleux et Ludovic Jox, qui s'intitule Du stress traumatique au stress au travail, qui vous explique très bien l'évolution qu'il y a eu là-dessus. Si vous voulez pousser un peu plus loin cette question-là, il y a l'article de Biryans de Anne qui explique justement les 3 types de stress: stress cumulatif, stress traumatique et stress de base. Je vous mettrai également en référence dans la description l'article de Young et ses collaborateurs de 2018 dans lequel ils répertorient tous ces facteurs de stress qui ont été évoqués par les humanitaires et les facteurs de protection. Je trouve que c'est vraiment l'un des articles les plus intéressants à lire sur le sujet et je pense qu'il n'est pas assez connu. Pour les personnes qui sont intéressées pour aller un peu plus loin sur tout ce qui est facteurs de risque psychosociaux, je vous invite tout simplement à aller essayer de retrouver le rapport de Michel Golac et Marceline Baudier, qui normalement se trouve en ligne. J'essaierai de le mettre en description. Et si vous êtes intéressé pour aller un peu plus loin sur les mesures de prévention des risques psychosociaux, vous pouvez regarder le site de l'INRS, c'est l'Institut national de recherche en sécurité et santé au travail en France, qui a rédigé de nombreux articles sur le sujet et qui donne également accès à des outils de diagnostic et de prévention gratuits. Il faut regarder un petit peu sur le site, mais vous en trouverez. Et sinon, vous avez également l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en France, qui produit aussi des outils à destination des organisations pour pouvoir réduire le stress dans son organisation. Je rappelle aussi au passage que toutes les organisations françaises, toutes les ONG françaises sont soumises au Code du travail français et donc ont l'obligation de remplir ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques professionnels dans lesquels les risques psychosociaux doivent apparaître. Donc c'est une bonne occasion de répondre à l'obligation légale et d'essayer en même temps d'avancer sur ce sujet-là. Enfin, si jamais vous êtes intéressé par ces questions-là, que vous voulez en savoir un peu plus sur le secteur humanitaire, n'hésitez pas à aller écouter les différentes interviews que j'ai pu réaliser. Je vous recommande tout particulièrement l'interview que j'ai réalisée avec Marianne Kedia, qui est psychologue clinicienne et qui fait les briefings et les débriefings des humanitaires en retour de mission, et son parcours est extrêmement intéressant et elle a une très forte connaissance évidemment de ces sujets-là. Je vous recommande également l'interview que j'avais pu réaliser avec Mejda Ben Salma, ça s'appelle RPS et vacances chez les humanitaires, quelque chose comme ça. Donc vous le retrouvez également sur ma chaîne. Parmi les mesures de prévention qui peuvent exister également et qui existent dans le secteur militaire, on a tout ce qui est sas de décompression. Pour ça, je vous invite à aller écouter l'interview que j'avais réalisée avec Stéphane Joly, qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, sur retour de mission, peut-être que ça s'appelle retour de mission et sas de décompression, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Et j'ai également une interview qui risque bientôt de sortir avec un spécialiste du syndrome de stress post-traumatique chez les travailleurs humanitaires, Baptiste Allôme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à intégrer dans votre playlist Spotify le podcast si vous voulez être informé de la publication de cette prochaine interview. Voilà, si ce sujet vous intéresse, évidemment, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me dire s'il y a des points qui n'ont pas été clairs, sur lesquels vous aimeriez que je revienne. N'hésitez pas à me dire aussi, c'est un peu nouveau pour moi de faire une face caméra comme ça où je m'exprime un peu tout du long. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez voir abordés. J'y répondrai dans la mesure de mes compétences évidemment. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et surtout prenez soin de vous.